Jeudi 22 février, nous étions à la cour administrative d'appel de Douai pour interviewer Nathalie Massias, présidente de la juridiction. Alors, Madame Massias, bonjour. Vous Bonjour. êtes présidente de la Cour d'appel administrative de Douai. Vous avez 34 ans d'expérience en tant que magistrate, c'est bien ça? Oui, peut-être même un peu Un peu plus malheureusement. Oui. Je suis devenue magistrat administratif en 1986. Donc, Un petit peu ça plus. va faire, oui, ça passe très vite, mais ça va faire presque 40 ans, voilà, 38 ans. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous définir votre métier en quelques mots, quelques phrases? Alors, mon métier, c'est d'être juge, avant tout, et juge pour simplifier, de tous les désaccords qui peuvent naître entre des personnes privées ou des collectivités d'ailleurs, et des administrations. Quand je dis administration, ça peut être une préfecture, une collectivité territoriale, une commune, un hôpital public. Voilà, donc pour moi, mon métier, c'est de juger tous les litiges qui peuvent surgir entre des particuliers ou des entreprises et une administration, quelle qu'elle soit. Où est-ce que vous avez étudié? Alors, ça va vous paraître peut-être un peu paradoxal, je n'ai jamais étudié dans une faculté de droit, donc j'ai uniquement fait l'Institut d'études politiques de Paris. Et puis après, j'ai passé le concours de l'École nationale d'administration, qui, comme vous le savez, est devenu l'Institut national du service public. Et à l'issue de ma scolarité à l'École nationale d'administration, j'ai rejoint la justice administrative. Voilà. À partir de quand avez-vous envisagé de rejoindre un parcours de droit public? Alors, le goût pour le droit public, il est né vraiment pendant mes études à Sciences Po Paris. Parce que on est répartis, on était, ça a un petit peu changé maintenant, en différentes sections. Donc j'avais déjà choisi ce qu'on appelait à l'époque la section service public, qui orientait les étudiants vers un parcours au service de l'administration. Et à l'intérieur de cette section, il y avait une spécialisation en droit public. Donc je me suis assez rapidement orientée vers le droit public et notamment le droit du contentieux, que je trouvais intéressant. On avait des enseignants qui venaient soit des tribunaux administratifs, soit du Conseil d'État, qui vraiment nous donnaient le goût du droit administratif et l'envie de travailler en juridiction. Donc j'ai été ravie de pouvoir être juge administratif quand je suis sortie de l'ENA. En fait. Et vous aviez un sujet de prédilection, quelque chose qui vous attirait un peu plus justement dans cette matière-là? À l'époque, pas vraiment. On faisait beaucoup de contentieux général à Sciences Po. Et je dirais, alors j'anticipe peut-être d'autres questions que vous pourriez me poser, mais par la suite, moi j'ai un grand goût et j'ai beaucoup de plaisir à traiter le contentieux fiscal. Je trouve que c'est un contentieux qui me plaît beaucoup. Après votre avis, oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, ça n'empêche pas que j'ai toujours fait tous les contentieux. J'ai fait des contentieux très diversifiés pendant ma carrière, mais c'est vraiment le contentieux pour lequel j'ai le plus d'attirance. Au niveau de votre scolarité, quel genre d'étudiante étiez-vous? J'étais quelqu'un d'assez réservé, je dirais. Peut-être plus attirée vers la réflexion théorique. À l'époque, on n'était pas... comment dire on travaillait beaucoup à l'écrit, mais il n'y avait pas... on faisait beaucoup moins de stages. Tout ce qui était expression orale, toutes ces questions... Enfin, on n'était pas trop orienté vers cela. Donc c'était plus un travail oui, d'études classiques en réalité. J'ai du mal à me voir comment je pouvais être. En tout cas, j'en parlais à un collègue à l'instant, c'est vrai que j'étais pas du tout d'une famille ni de juristes ni de fonctionnaires. Donc pour moi, c'était un univers qui était très nouveau. Ma sœur avait fait également du droit, mais quelques années avant, et pour moi, c'était pas un univers familier. Et je plaisantais parce qu'on m'avait donné rendez-vous une fois au Conseil d'État pendant mes études à Sciences Po, et je ne savais même pas où était le Conseil d'État, alors que maintenant, ça me paraît tellement évident. Donc pour vous dire que j'étais, malgré tout, pour répondre à votre question, dans un milieu dont
dont je n'étais pas tellement familière, mais je dois dire que les études à Sciences Po, ça m'a passionnée. C'était un vrai plaisir, parce qu'on n'a même pas l'impression de faire des études pour acquérir un métier. On a vraiment l'impression de faire des études parce que c'est intéressant, parce qu'on apprend des choses sur le fonctionnement de la société, sur la vie politique, sur l'économie aussi, parce que j'ai fait la spécialisation de droit, mais on avait aussi beaucoup d'économie, de l'histoire. Donc pour moi, c'était vraiment des études qui ont été un vrai plaisir. Et donc vous disiez du coup qu'à l'époque on faisait pas forcément autant de stages qu'aujourd'hui. Donc on se demandait quelle était votre première expérience dans le monde du droit, votre ressenti. Alors, ma première expérience dans le monde du droit, proprement dit, je dirais que ça a été à la sortie de l'ENA, quand je suis arrivée en juridiction, parce que finalement, on parlait des stages, j'ai quand même fait quelques stages, mais c'était des stages pendant la scolarité à l'ENA, et ce sont des stages en préfecture et en administration au ministère. J'ai fait un stage au ministère de l'Intérieur à Paris, et puis des stages en entreprise privée. En revanche, c'est vrai que le milieu juridique, moi je l'ai vraiment côtoyé de manière pratique et effective uniquement quand je suis arrivée pour mon premier poste à la sortie de l'ENA au tribunal administratif de Lille. Ok. Donc avant, ça restait quand même assez théorique avec des cours qu'on avait à Sciences Po, et on parlait avec ce que je disais, des magistrats administratifs, des membres du Conseil d'État. Et puis je crois que j'ai dû aller une fois assister, justement cette fois où on m'avait donné rendez-vous au Conseil d'État, assister à une audience au Conseil d'État. Mais c'est un contact qui est quand même très fugace, et puis voilà. Très superficiel. Exactement, voilà, c'est superficiel, on ne mesure pas tout ce qu'il y a derrière. Mais le vrai contact, c'est quand j'ai pris mon métier, tout simplement. Du coup, dans ce sens-là, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a frappé, qui vous a un petit peu choqué par rapport à cette expérience précédente qui était presque quasiment théorique? Ce qui m'a frappé en arrivant, c'est le fait que, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais la façon de travailler qui était quand même très respectueuse. Les magistrats entre eux étaient très respectueux avec ce qu'on appelle la collégialité, la prise de décision collective. Ça, c'est très spécifique à notre métier. C'est que, bon, il y a certaines fois où on prend des décisions seules, mais l'essentiel de notre métier, on est censé le faire ensemble et décider ensemble. Et la spécificité, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la nécessité qu'on a, et on doit développer la capacité d'accepter la contradiction, que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on a proposé, de ce qu'on propose de juger. Et ça m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée, je ne m'attendais pas. Ça m'a marqué en bien, c'était une bonne surprise de voir qu'on était vraiment un collectif de travail avec une prise de décision en commun. Donc plutôt du partage que de la confrontation, c'est Oui, ça? oui. Donc, si tout se passe bien. oui. Après, il y a toujours des personnalités qui n'acceptent pas trop qu'on les contredise, ou qu'on ne soit pas d'accord, ou qu'on s'aperçoive tout simplement qu'il y a quelque chose qu'elles ont oublié ou qu'elles n'ont pas traité comme il fallait. Mais ça, normalement, dans notre métier, on est censé justement accepter, et ça fait vraiment partie de ce qui est requis d'un magistrat en général, mais notamment un magistrat administratif. C'est de savoir prendre en compte les avis des autres, et puis savoir parfois rédiger une décision dans un sens qui n'était pas forcément celui qu'on avait initialement envisagé. On dit toujours dans notre métier, c'est bien de savoir convaincre les autres, mais c'est encore mieux de savoir se laisser convaincre. Parfois d'accepter, de dire oui, j'ai changé d'avis. Ouais, vraiment de dépasser ses opinions. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, selon vous, dans votre parcours? Une épreuve en particulier ou une difficulté que vous avez eu du mal à surmonter? Ce qui a été le plus difficile, il y a certains dossiers que je me rappelle quand même, des dossiers difficiles où on se dit mais je vais jamais en terminer, parce qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que nous, on doit traiter toutes les requêtes, quelle que soit leur difficulté, quel que soit le nombre de pages, tout simplement, quelle que soit l'argumentation. J'ai encore des souvenirs de dossiers, je pense quand j'étais au tribunal administratif de Paris, de dossiers très très longs et très très difficiles. Après, j'ai pas, à part ces souvenirs-là,
Après tout, ça fait partie de notre métier. Je n'ai pas vraiment de souvenir de difficultés ou d'aspects rebutants. Si, c'est vrai, c'est un peu ce que je disais. On peut avoir... On travaille donc dans une formation de jugement avec plusieurs magistrats, comme je le disais à l'instant. Selon les années, selon les personnes qui font partie du collectif avec lequel on travaille, ça peut être plus ou moins agréable, forcément. C'est comme partout. Il y a des années plus fastes que d'autres parce qu'on est dans une chambre dans laquelle ça fonctionne mieux, avec des personnes avec qui on s'entend mieux. Mais j'ai jamais rencontré non plus de difficultés particulières. Plutôt relatif à certains dossiers, mais sinon... Oui, c'est plutôt certains dossiers où parfois, et puis juridiquement, hein, ça peut être compliqué. On se dit, mais est-ce que je vais y arriver? On finit toujours par s'en sortir, mais parfois, c'est pas toujours évident. Donc vous nous avez dit que vous exerciez depuis 96, du coup, c'est ça? 86. 86, excusez-moi. Ouais. Je vous rajeunis. C'est très gentil. Depuis 86, selon vous, comment l'essor des nouvelles technologies a-t-il impacté la justice administrative au fur et à mesure des décennies, justement? Alors, ça a été un bouleversement considérable. Je peux vous dire, alors, voilà, je suis entrée dans le corps en 1986. On faisait tout de manière manuscrite déjà. Donc, tous les actes de procédure, les décisions on les rédigeait à la main. Quand on cherchait de la jurisprudence, on la cherchait dans des livres. Pour constituer le dossier à soumettre aux collègues, on faisait des photocopies des pages des recueils Le Bon ou des juristes classeurs. Enfin, donc ça n'a absolument rien à voir avec les façons de travailler actuelles. Et ça a été pour nous une révolution. Alors, une révolution progressive, ça s'est fait par étapes. Parce qu'il y a tout l'aspect rédaction. Effectivement, maintenant, tous les magistrats utilisent bien évidemment, frappent leur projet de décision, et surtout les recherches documentaires aussi. Maintenant, on recherche tout sur des sites. On ne va jamais, très très rarement, ouvrir un ouvrage. Et encore, moi, je fais partie de l'ancienne génération, donc ça peut m'arriver d'ouvrir des codes papier. Je trouve ça toujours pratique. Mais sinon, ça a révolutionné notre fonctionnement. Et puis après, il y a eu l'arrivée de télérecours avec les échanges avec les parties, les échanges dématérialisés. Donc si je regarde vers le passé, et si je me dis qu'est-ce qui a changé dans notre métier, vraiment un des aspects principaux, enfin des très grands changements, c'est la dématérialisation et l'arrivée des nouvelles technologies. C'est évident. Il y a eu d'autres petites révolutions internes, enfin petites ou grandes d'ailleurs, mais ça en fait partie. C'est vraiment considérable pour nous. Ouais. Selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle représente une menace ou plutôt une bénédiction dans l'office du juge administratif? Oh, alors là, c'est une question difficile. Je vois pas très bien où ça peut nous emmener dans son aboutissement, cette question d'intelligence artificielle. C'est vrai que nous, il y a déjà des démarches un peu dans ce sens, je ne vais pas le cacher, mais pour des contentieux qui sont très répétitifs, par exemple, il y avait eu déjà des tentatives, je pense par exemple au contentieux des permis de conduire à points, qui est un contentieux excessivement répétitif et qui ne présente sur le plan juridique pas de difficultés particulières, donc qui peut vraiment être traité de manière très automatisée, en identifiant des moyens qui sont toujours les mêmes, etc. Il y avait une tentative comme ça de créer une sorte de logiciel qui permettait de les traiter plus vite. Évidemment, après, c'était sous le contrôle du magistrat, bien entendu. Donc on a déjà eu des tentatives en ce sens. Et là, je pense que ça peut être une chance dans certains cas, aussi pour nous, pour identifier des groupes de dossiers, pour nous permettre d'être plus performants, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle arrive à identifier ce qu'on n'est pas en mesure de faire actuellement dans les requêtes, des moyens qu'on retrouve dans différentes requêtes qui viennent pourtant de requérants différents, et ce qui nous permettrait de les regrouper, éventuellement de les traiter ensemble. Ça ferait beaucoup de gains de temps. Donc on a en vue ce type d'outils. Donc de ce côté-là, ça peut être une chance. Là où je pense que c'est pas une chance, c'est qu'il y a un moment où ça atteint ses limites. Et puis on a une requête avec un requérant derrière. Et je parlais du permis à points, c'est
un contentieux qui ne comporte quand même pas d'enjeux humains extraordinaires, sauf exception bien entendu. Il faut toujours qu'on ait en tête qu'on est là pour rendre la justice face à des personnes, hein, et qu'on a des individus derrière les dossiers. Et ça, je pense que c'est... voilà, l'intelligence artificielle, il y a un moment où malgré tout, elle atteindra cette limite-là. Aider le juge dans son travail, mais elle ne pas remplacera plus. jamais Ouais. son jugement. J'espère. Non, Ou parce alors qu'il y c'est a- très inquiétant. il y en a qui pensent justement à ces moyens-là, notamment en poussant le système de justice prédictive Oui, à son oui, oui. paroxysme. Oui. Du coup, c'est pour ça aussi Oui, qu'on oui. pose cette question-là, parce que dans le traitement, ça peut être super pertinent, mais est-ce que on peut imaginons un système où ça va être un robot qui va juger ce J'ai du serait mal à quand le même, concevoir et en tout cas, j'espère que je ne verrai jamais ce type de fonctionnement. Je trouve ça quand même un petit peu inquiétant. Oui. Parce que vraiment, moi je vois dossier par dossier, il y a des dossiers sur lesquels on hésite beaucoup, hein. On discute beaucoup, on passe beaucoup de temps. Donc c'est pas je vois pas ce que l'intelligence artificielle peut remplacer dans ce cas-là quand il y a 3 personnes autour d'une table qui hésitent, qui disent bah oui mais cette dame elle est dans telle situation et si on juge ça qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Pour l'instant intellectuellement j'ai du mal à concevoir comment l'intelligence artificielle pourrait remplacer tout ça, toute cette réflexion-là. Donc on avait vu que vous aviez exercé à Versailles, à Cergy-Pontoise et à Douai notamment. Et on se demandait quelle différence vous aviez pu remarquer Entre ces juridictions, entre ces juridictions. alors il y a beaucoup de différences, hein. Déjà, Versailles et Cergy-Pontoise, ce sont des juridictions de première instance, ce sont des tribunaux administratifs. Là, on est en appel, à la cour administrative d'appel. En plus, Versailles et Cergy-Pontoise, ça ne vous a pas échappé, c'est en région parisienne, avec des contentieux qui sont tout de même assez différents de ce qu'on peut juger ici, et notamment ce qu'on appelle les contentieux, il ne faut pas le prendre de manière péjorative, on appelle ça les contentieux de masse, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au théâtre Versailles, il y en a encore plus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce sont le contentieux des étrangers et ce qu'on appelle les contentieux sociaux, c'est-à-dire le contentieux qui est lié au droit au logement opposable, le contentieux du RSA, le contentieux de Pôle emploi aussi. Ce sont des contentieux qu'on ne traite pas en appel parce qu'ils passent directement de la première instance au juge de cassation, au Conseil d'État. Donc nous, en appel, on a certes le contentieux des étrangers, on n'a pas les contentieux sociaux déjà. Et quand je dis qu'ils ont des contentieux de masse, quand j'étais à Cergy-Pontoise, le total des contentieux des étrangers et des contentieux sociaux, c'était plus de 62% des entrées des enregistrements de requêtes au tribunal, ce qui est énorme. Ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, les contentieux matières, c'est-à-dire les autres matières, avaient vraiment une place relativement restreinte. Et à Versailles, on n'en était pas très loin non plus. Donc il y a cette spécificité-là. Et ce qui va avec également, c'est que avec et à côté, c'est qu'on a aussi le contentieux, tout ce qui est référé et mesures d'urgence, mesures d'urgence demandées au juge, qu'on ne traite pas en appel. On en a très peu en réalité. On a en première instance, donc ce que j'avais à Cergy et à Versailles, des référés suspension, des référés liberté, alors qui portent soit sur les contentieux que je viens d'évoquer, étrangers ou contentieux sociaux, mais aussi sur d'autres matières. Ça peut être sur de l'urbanisme, des permis de construire, etc. Et là, c'est un travail qui est très différent du travail d'appel parce que ça suppose de juger en urgence. Ça suppose pour les magistrats d'avoir des permanences, avec des permanences de week-end, parce que, comme vous le savez, les référés, on doit les juger en 48 heures, donc ça suppose vraiment une organisation pour les greffes aussi. C'est pas du tout la même façon de travailler qu'on a ici, où là on est en appel, on a plus de recul, on juge plus, entre guillemets, plus calmement, moins sous la pression du temps. C'est vrai qu'en première instance, parfois, c'est quand même pas facile. Quand vous jugez un étranger qui est en rétention administrative dans un centre de rétention et qui est amené dans la juridiction, le magistrat doit donner le sens de sa décision tout de suite après l'audience, qu'on appelle la lecture sur le siège. Là aussi, c'est une pression parce que c'est pas toujours très facile de donner le sens d'une décision en ayant certes préparé
l'affaire un peu avant l'arrivée de l'étranger, mais après, on ressortir dans son bureau pendant un quart d'heure, une demi-heure, et puis il faut tout de suite donner le sens de la décision. Donc c'est vrai que ce sont des conditions de travail, parfois en première instance, qui peuvent être difficiles. Alors je dis pas ici aussi, hein, c'est pas toujours facile. On a aussi beaucoup de travail, mais on travaille pas du tout de la même manière. Donc c'est très très différent. Nous, là, ça fait une pression qui est quand même assez forte, hein, de se dire qu'on juge en appel. Après, on n'est pas infaillible, hein, on peut se tromper, mais on est très attentif quand même à ça, et c'est aussi une difficulté. Ouais. Il faut aussi se dire que on n'est pas infaillible, et puis que si jamais le Conseil d'État casse nos décisions, c'est comme ça, et puis il ne faut pas non plus s'en rendre malade. Il n'y a rien de pire que les personnes qui n'acceptent jamais d'avoir eu une défaillance. Voilà, ça peut arriver. Merci Madame Massias pour cette interview très Eh bien, enrichissante. écoutez, je vous remercie de m'avoir invitée. Plaisir. Avec plaisir.